en train de faire, disons, toutes ces pressions-là. Il fallait que quelqu'un s'occupe des enfants et s'occupe de voir tout ça. Et on ne s'est pas arrêté là, on a créé Clovedel Multi-Ressources aussi. C'était l'aide aux résidents pour offrir les différents services. Comme on était aussi dans un quartier multiculturel, il y avait beaucoup d'immigrants qui arrivaient, qui ne connaissaient pas comment la société d'accueil fonctionnait réellement. On a créé cet organisme qui continue jusqu'aujourd'hui à offrir des services disons, à la communauté. Donc, on avait, pour prendre l'autobus à Clovedel, comme vous comprenez, dans l'imaginaire du promoteur, c'était un quartier qui était construit pour les gens d'un certain niveau de revenus. Donc, il y avait des autos qui pouvaient circuler facilement. Mais avec la faillite et que l'arrivée des personnes à faible revenu, ça posait un problème parce que l'autobus était à une bonne distance de marche. Et on demandait à la STM, donc la Société des Transports de Montréal, de pouvoir entrer dans le quartier pour pouvoir embarquer les gens qui refusaient. Mais la pression, quand on le veut, quand les membres se mettent debout pour faire la pression, on arrive à une victoire. Et on a tellement fait la pression que finalement, la STM a accepté de faire entrer l'autobus dans le quartier pour pouvoir embarquer la population. Donc, il y en a tellement de services qu'on a développés autour de Clovedel et sincèrement, on est fiers de ça. Et quand on voit tous ces organismes, aujourd'hui, comme on est devenu gros, on ne peut plus les gérer tous. On a comme cédé à chacun. Et pas plus loin que ça, on a aussi permis à ce que la clinique du docteur Julien vienne à Clovedel. Et en plus de cela, on a développé, transformé des de nos immeubles en garderies parce qu'il y a beaucoup d'enfants à Clovedel et les 2 premières garderies ne suffisaient pas. Il fallait des CP. On a transformé un immeuble de 6 logements en 2 CPE. Voilà. On va prendre une pause très bientôt, n'inquiétez-vous pas, c'est vers moins 10 à peu près. J'étais curieux de savoir, c'est quoi la réaction du politique quand vous faites des démarches là, pour changer une ligne d'autobus, par exemple, puis là, il faut faire des démarches auprès de la ville. C'est quoi la réception du politique dans ce temps-là? Ou même quand vous faites des démarches là, initialement pour augmenter le parc immobilier, là, passer de 243 à 400 ou 500 ou 700, comment ça réagit? Au début, la politique ne dit pas oui, hein, on regarde, on le sait. La politique reste la politique. Ils voient toujours qu'est-ce qu'ils vont comme recevoir en retour. Ce que je voudrais souligner ici, mais c'est vrai. On aime votre Oui, mais c'est vrai. Alors, ici, je vous ai dit qu'avec le retrait de la subvention de la SHL dans le quartier était devenu invivable. Il y avait beaucoup de violences, beaucoup de drogues qui circulaient. Et ça, la politique n'aime pas. Pour ceux qui connaissent Pierrefonds, c'est les coins, entre guillemets, plus riches de Montréal. Et que la présence de Clovedel, démunis, donc ça ne pouvait pas les intéresser. Mais heureusement, pour les membres, ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué. Et quand on a eu à acheter le 243 logements, d'abord la SHL nous a demandé à ce que ce soit géré par une compagnie de gestion financière. Et nous, on allait juste nous occuper de la vie associative. On s'est donné comme mandat de sélectionner les membres qui devaient habiter à la COA.
nous l'avons tellement bien fait que le quartier était comme divisé en deux. Il y avait le côté coop où les choses étaient ça fonctionnait tellement bien, et le côté privé qui était resté avec les 491 logements où c'était, excusez-moi le terme, ça ne marchait pas, et c'était la police devait descendre tout le temps, et vous savez quoi, c'est politique, entre guillemets, police, qui nous ont approchés, qui ont approché la coop pour demander pourquoi vous n'achèterez pas l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça leur faisait moins de travail du côté des coops. C'est ainsi, comme on savait aussi que la SHL n'allait pas accepter qu'on achète les autres logements, et la gestion était bien faite, entre guillemets, parce que une fois qu'on a géré deux ans après, la coop s'est dit non, on ne veut plus des sociétés de gestion, on est capable de gérer nous-mêmes notre complexe. C'est alors, je vous ai dit que j'étais sur les conseils d'administration. Le conseil a engagé un directeur général, et le conseil m'a proposé de travailler comme employé pour prendre le côté financier, parce que je connaissais les affaires de la coop vu que j'étais trésorière. Donc, on est resté là, on a bien géré, et on s'est dit, vous savez, on est capable, parce que l'autre privé a mis en vente son complexe. Pourquoi? Parce que nos loyers étaient plus bas, pour le même logement, nos loyers étaient plus bas que les loyers du privé, et il commençait à avoir de la difficulté à louer. Alors, il l'a mis en vente. Et comme on avait cet appui politique, de la police aussi, alors on s'est dit non, vous comprenez, on ne va pas rentrer encore à la SHL. On est capable d'acheter ces complexes-là nous-mêmes. C'est ainsi que nous, on a approché les banques pour leur dire, nous pouvons faire la mise des fonds nous-mêmes sur cet achat en réhypothéquant notre tiers, donc nos 243 logements. On a eu de l'argent nécessaire et on a acheté ces complexes-là. Et ainsi de suite, on en a, comme on ne s'est pas arrêté là, on a continué. Quand on embarque, on n'arrête plus. On va prendre une pause, 10 minutes. Au retour, j'aimerais ça qu'on parle de la raison d'être de ces coops-là, donc à la base. Puis si on a un message à passer autant aux coopérateurs de Reboul, parce qu'on a la présidente là, qui est avec nous, et d'autres membres également, puis aux coopérateurs de Cloverdale, si on a des messages à leur passer pour la suite des choses, je serais curieux qu'on puisse leur parler tantôt. Donc, à tout de suite. Merci beaucoup. Un peu plus tôt, mais la Fédération d'habitation coopérative du Canada a commandité aussi l'événement de ce matin. Donc, la Fédération d'habitation coopérative fonctionne d'une drôle de manière. C'est que ce sont les fédérations régionales du Québec qui sont membres de la Fédération canadienne, non pas notre confédération québécoise. Donc, nous, l'Outaouais, on est membres de la Fédération canadienne là-dessus, puis on a une belle collaboration. Ça donne que leur siège social est à Ottawa, donc c'est assez facile de pouvoir avoir des bonnes relations avec eux de l'autre côté. Alors, bien, merci beaucoup d'être de retour. Je vois qu'on est de retour aussi sur le Facebook Live, donc pour le deuxième volet. Puis je voulais parler de l'ADN des coopératives Cloverdale et Reboul. Donc, Reboul, c'est encore aujourd'hui la plus grosse coopérative d'habitation en Outaouais. Cloverdale, ben, c'est la plus grosse au Canada. Mais la mission de Cloverdale, à la base, son ADN, est-ce que c'est de faire du développement à perpétuité avec 2000 unités de logement un jour? Ou qu'est-ce que c'est l'objectif, en fait, de Cloverdale? Oui, au départ, l'objectif, c'était que les membres qui habitaient déjà le quartier puissent s'approprier l'avenir de leur quartier, puissent
gérer les logements qui existaient. Au départ, on n'avait pas l'idée d'un développement quelconque. C'était juste obtenir la gestion, la propriété de nos immeubles qui étaient là, de nos 734 logements, et permettre à ce que les membres ou les résidents puissent avoir un logement acceptable à un coût abordable. Donc, c'était ça l'objectif. Le développement est venu avec le temps. Vu qu'au départ, on a été comme restreint dans ce qu'on voulait faire, la SHL n'avait autorisé que 243 logements. Ça laissait un problème de conscience, vous comprenez, aux membres de 200, les résidents de 243 logements. Parce que quand ils luttaient tous les 734. Maintenant, à la fin, c'est seulement 243 qui ont de bonnes conditions, qui ont un loyer plus abordable, alors que le 491, eux, continuaient à comme subir les augmentations de loyer. C'est cette conscience-là, un problème de conscience qui a fait que le 243 se sont dit il faudrait qu'on achète pour leur offrir, parce qu'on a lutté ensemble, il faudrait qu'on s'agrandisse, qu'on achète pour leur offrir les mêmes avantages que nous. Et là, on est entré là, mais on est 734, mais après, on a des personnes qui ont commencé jeunes, qui ont eu leurs enfants jeunes, mais qui ont pris de l'âge, et à l'ouest de Montréal, trouver un logement dans une résidence pour personnes âgées, c'est pas donné, ça coûte énormément cher. Alors on voyait nos personnes âgées qui, au sortir de la coop, avaient de la difficulté pour se loger. Alors on s'est dit, mais nous avons les terrains, pourquoi ne pas construire une résidence pour personnes âgées pour nos personnes âgées? C'est ainsi qu'on a eu à faire des démarches auprès de la SHQ et on a eu à se développer encore à construire un immeuble pour nos personnes âgées. Comme ça, la transition elle est plus facile. Il reste dans le quartier parce que c'est, comme le nom le dit, c'est un village. On a de génération en génération, du petit-fils aux grands-parents. Alors, au moins, les parents sont dans le quartier. Et en même temps, on regardait, parce que nos unités, c'était 4,5 et 5,5, on n'avait pas plus que ça. Mais il y avait des grandes familles qui occupaient des logements pour pouvoir se loger adéquatement. Et comme on a le terrain à Clovedel, on a encore, au niveau du conseil d'administration, on s'est dit, pourquoi ne pas construire un immeuble avec des grands logements pour pouvoir loger ces personnes. C'est ainsi qu'on a fait encore des démarches et ça nous a permis d'avoir, dans le cadre d'Accès Logis, de quoi construire un immeuble de 4 chambres et 5 chambres pour loger ces grandes familles. Ça ne s'est pas arrêté là. Vous voyez, quand il y a la coop dans le quartier et que les logements sont abordables, les privés autour ont un problème. Alors, on avait à côté un autre privé qui avait 4 immeubles pour 112 logements. Mais ça commençait à poser de problèmes et... Dans le fond, Hélène, si je comprends bien, vous avez amené à la baisse la pression sur les loyers, là? Beaucoup, parce que je me souviens encore, quand j'ai signé mon bail, j'étais à $600 de loyer pour un logement de 3 chambres à coucher, tout inclus. Quand on appliquait mon rabais de membre, je payais à peine 530, alors que dans le 491 qui était chez le privé, les loyers étaient à 720.
Vous comprenez, 720 contre 600 et 530 à peu près, le choix est clair. Donc il y avait cette pression, ce qui faisait que les logements commençaient à rester vacants beaucoup. Donc c'est ça. Bien, merci beaucoup. Puis j'aimerais ça qu'on revienne un peu plus tard sur le fonctionnement de la coopérative, parce que là, vous avez une direction générale, vous avez une équipe avec vous. Puis là, bien, une des questions qu'on m'a déjà posées dans une coop, c'est quand on a du personnel, qu'est-ce qui reste comme implication, comme membre de la coopérative? Est-ce que les gens peuvent continuer de s'impliquer? Mais on va y revenir, Hélène. Mais là, je voudrais revenir du côté de Michel et Raymond. Dans le contexte... en fait, moi, je suis curieux de savoir, dans le contexte de la raison d'être de la coopérative Reboul, vous avez nommé tantôt, Michel, le camp Stanislas. Ça, c'était dans la municipalité de l'Eau, si je ne m'abuse. Vous avez nommé un grand terrain à Elmer aussi. C'est quoi le lien entre le camp Stanislas et une coopérative d'habitation? Ah, ben... L'objectif de la vie, c'est le bonheur. Il faut partager. Dans nos vies, si on regarde tous les éléments de nos vies, le bonheur se traduit aussi dans la récréation, se traduit dans le loisir, se traduit dans la bonne forme, se traduit plus particulièrement entre les personnes. Le camp Saint-Stanislas, qui existait à l'époque, c'était aussi un camp de formation. Raymond pourra en parler beaucoup plus que moi, j'y suis pas allé. Mais l'objectif, c'était de faire en sorte que les membres puissent aller dans un milieu de vie qui était en dehors de celui de l'habitation et qui allait plus loin que celui de l'habitation. Vous voyez, ce qu'il faut arriver par rapport à la coopération, c'est qu'on puisse avoir comme un projet de société, qu'on retrouve chez nos membres un projet de société qui comprend toutes les phases de la vie. On dirait qu'aujourd'hui, avec la bidulation, on élimine ces éléments-là. Tu es à une table, il y a 4-5 personnes qui se parlent, ils se parlent même par des textes. Tu sais? Alors, l'humanisation, c'est quoi? Le projet de société qu'on a actuellement, c'est toujours en fonction de Dieu de l'art. Dieu de l'art mène partout et on s'agglomère dans Dieu de l'art. On ne retrouve pas notre vie, notre âme, ce qu'on est. Comment est-ce qu'on peut partager? Alors, je pense que le camp Saint-Stanislas était un élément qui permettait cette chose-là, en dehors du strict lieu physique, de sorte que les enfants s'y retrouvaient, les parents s'y retrouvaient, les formateurs s'y retrouvaient, et on avait un complément de qualité de vie. En lien avec le terrain à Elmer, si je comprends bien, la coop a décidé de ne pas aller de l'avant avec ce terrain-là. Bon, bien, le terrain à Elmer, lui, arrivait plus tard parce qu'il y avait des problématiques concernant le développement. Si vous y allez actuellement, là, c'est rempli, c'est tout occupé. Tous les espaces sont occupés avec de belles propriétés. Vous savez, puis le beau des propriétés, un petit apartheid, là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus des identifications et c'est le va-vite de la construction. Ce n'est pas le caractéristique de vie où chacun se retrouve. Les routes, c'est un peu le même phénomène. Tu sais, on fait du travail où on retrouve moins la fierté et moins la qualité. Alors, je vais arrêter. À Elmer, il y a eu un problème de zonage puis de voie d'accès, avec lequel on n'a pas réussi à s'entendre avec l'époque, l'ancienne ville d'Elmer. OK, fait que l'urbanisme, là, c'était pas juste seul qui avait un problème. Il y avait Elmer aussi, il y avait un enjeu là. Alors, c'est assez un problème. Gatinois, ici, là, il y a une vision de... En fait, on est en train de devenir, en fait, je pense qu'on est même devenu
une espèce de miroir d'Ottawa. Donc, la grosse capitale, ce qui importe, c'est de paraître sur la carte du monde. Les gens qui y visent passent. Puis pour Le camp c'est Stanislas, ça, c'était une colonie de vacances qui a été fondée dans les années 1940 par les Oblats de Marie-Immaculée, qui, après ça, a été cédée au diocèse de Hull, qui est devenu le diocèse de Gatineau. Puis, qu'est-ce qui est arrivé au niveau du camp Saint-Stanislas? On avait des projets de développement, pensé de faire une colonie pour les gens des coopératives, mais il n'y a pas eu d'intérêt de la part des membres. Des membres de la coopérative Reboul. Oui, et des autres coopératives. Il n'y a pas eu d'intérêt. Et pour un petit groupe, là, vous savez comme moi, dans presque toutes les coopératives, c'est quoi le pourcentage de gens des coopératives qui sont les leaders? Pardon? J'aurais dit 100. Moi, je vais être généreux, là, peut-être tout le monde, non. C'était au moins 10% chez nous, hein. Peut-être des périodes 20%. Fait que... Mais on a beaucoup de potentiel. il y a bien du potentiel. Mais parfois, des fois, quand on est leader, des fois, on a un pas ou deux en avant sur les gens. Des fois, trop en avant sur les gens. Mais, en fait, ça, Il y c'est a des intéressant. occasions comme ça ratées. Comme là, on est en train de rater une occasion, tu sais. On pleure, tout le monde pleure dans l'île de Hull pour une épicerie. Mais c'est les coopératives d'habitation, c'est les mieux placés pour monter une épicerie. Mais là encore, à la condition que les gens veulent bien acheter une épicerie. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie, quand on se plaint dans l'île de Hull, qu'il n'y a pas d'épicerie. Il ne faut pas oublier que quand il y en avait une, les gens allaient acheter plutôt sur Bois Saint-Joseph, parce que là, Super C, c'est bien moins cher que chez IGA. Mais je tiens à dire quand même, juste à la défense de la Coop Reboul, il y avait un appétit pour le projet d'épicerie sur l'île. OK. Puis finalement, ça ne s'est pas avéré, mais la coop était au rendez-vous. Mais je pense que les coops sont Oui. les mieux placés pour ouais. Mais en même temps, je suis conscient qu'on vit une époque où les gens n'ont jamais été aussi individualistes. Et ça, c'est un sacré problème. Puis, mais concrètement, comment ça s'illustrait dans les années 70 quand vous aviez un projet? Parce que là, vous avez parlé de la tour Mance, sur la rue Mance, donc ça n'a pas fonctionné. Le projet Carrefour, Oui, mais elle est restée quand même. elle est restée. La tour Mance, elle sert, c'est du logement abordable, Oui, là, oui. plus qu'abordable. C'est C'était le bien, d'habitation. c'était bien important. Quand on a fondé Habitation populaire de l'Outaouais, la même chose, c'était de créer un réservoir de logement pour les coopératives, mais aussi d'avoir du logement abordable. Puis je m'en voudrais de ne pas souligner qu'on était beaucoup influencé aussi par la coop des Contents-de-l'Est, l'habitation avec Jean-Bernard Gagné, qui était un des grands coopératistes en habitation au Québec. T'sais. Et d'ailleurs, il vient d'écrire un livret là, qu'il a publié, un livret sur le développement du coopératisme en habitation dans les cantons de l'Est. Ça vaut la peine d'être lu. Et là, comme tout est dans tout, je tiens à vous mentionner, Raymond, que la Coop Reboul est en contact présentement avec les gens de la Coop des Cantons de l'Est pour rattraper le temps passé. C'est bon, ça. C'est bon. Il y a une chose qu'il faut savoir, tu sais, des fois, quand on mène des dossiers dans les coopératives, ça ne marche pas toujours comme on veut, hein. En politique non plus d'ailleurs. Il nous arrive assez souvent de frapper des murs. Mais il en reste toujours quelque chose. Moi, mes enfants ont été élevés dans une coopérative. Donc, j'ai deux de mes enfants qui ont été présidents de coopératives d'habitation. Parce que c'est là un milieu où on apprend à gérer, premièrement. Apprendre à gérer, c'est quelque chose. On sort de là quand on a fait notre travail avec des connaissances qu'on n'avait pas avant. Puis, mais en fait, la curiosité que j'avais aussi, c'était de savoir, c'était quoi l'adhésion des coopérateurs une fois qu'on a fait le 36 unités du Carrefour, puis là on se dit, on va peut-être rajouter dans le projet Fontaine, dans le projet Le Sentier, le projet L'Amitié, la Montée. C'était quoi l'adhésion des coopérateurs à chaque fois que vous arriviez avec un nouveau projet? C'était pas toujours facile, hein? Parce que on
on avait des gens de différentes classes sociales, ou en tout cas des gens qui s'identifiaient clairement à des classes sociales. Donc, on avait des gens qui travaillaient, des travailleurs au salaire minimum, des gens sur l'aide sociale. Et pour nous, c'était bien important, en tout cas pour ceux d'entre nous là, qui dirigeaient la coop, d'avoir un pourcentage, au moins minimum, de personnes sur l'aide sociale. Puis il y avait, ce que je dirais, l'aristocratie ouvrière, qui était la plus réticente à la mixité. Mais donc, à chaque fois, ça a été un bout de temps. C'était quand on ajoutait des logements dans tel quartier, on passait ça de l'Assemblée générale. Des fois, il y avait des sacrés débats. Ouais. Ça se passait en Assemblée générale. Chaque débat de développement se faisait dans le cadre de l'Assemblée générale. Okay. Quand c'était pas l'Assemblée générale, en tout cas, l'Assemblée générale spéciale. Ouais. Okay. Ça pouvait barder. Mais c'est sain, ça. Parce que c'est une façon d'avancer. C'est une façon aussi d'éduquer. Tu sais? Quand on apprend des choses, il faut que les leaders les transmettent ces choses-là. Sinon, ça ne sert à rien de garder des connaissances comme nous autres. C'est un milieu d'apprentissage de démocratie aussi. De sorte que moi, je me pose la question, comment on fonctionne avec 875 logements? Communication pour avoir des partenaires cette semaine, ça a été beaucoup plus facile que ça ne l'aurait été probablement dans c'est une coopérative. C'est ça. Et moi, j'ai eu affaire avec les caisses populaires pour les services d'archives. Puis on va vous dire, c'était pas du gâteau. OK. J'ai pas réussi à leur faire comprendre qu'il y a le message est entendu. un magazine culturel et d'éducation, ils n'ont pas compris ça encore. Mais il y a des changements qui s'en viennent. Moi, je suis convaincu que ça va aller pour le mieux pour les cas. En tout cas, je l'espère. On va travailler du monde qui travaille fort là-dessus. La taille d'une coopérative, c'est des enjeux. Puis c'est quoi la limite? Je ne sais pas c'est quoi la limite. Mais justement, c'était ça une des questions, parce qu'il y a la coop Reboul avec 150. Déjà, je vous dis, là, une coop comme la coop des artistes, je vois qu'il y a des coopérateurs des artistes, où c'est 50 à peu près, 50 unités. Puis là, ils regardent Reboul à 150 puis ils se disent, mon Dieu, comment ils font? Mais Reboul est à 150, mais on l'a divisé en projets. Effectivement. Hein? Parce qu'on savait que 150 d'un bloc, c'est pas tout à fait ça qu'on visait. On voulait avoir une coopérative qui fonctionne démocratiquement, puis dans laquelle on peut s'auto-éduquer. Mais là, du côté de Cloverdale, justement, je suis curieux de savoir comment on fonctionne à 867, puis il y a des projets, de ce que je comprends aussi. Alors, comment on fonctionne pour démocratiser une coop à 867? Oui, c'est vrai, hein, je mentirais si je vous dis que tout va comme sur des roulettes. Non. On a des difficultés, comme les petites coops, parce que les petites coops, même à 5 logements, il y en a toujours. Hein, vous ne pouvez pas embarquer tous les 5, il y a toujours des problèmes. Mais vous comprenez que Cloverdale s'est retrouvé dès le début dans ça. Une grosse coop directement. 243, c'était déjà hors norme. Et on s'est fait comme aider dans la gestion. Je vais parler de comment on fonctionne. Par les grosses coops qui existaient au Québec à l'époque. On s'est fait aider par la coop de Canton de l'Est, par exemple, on a emprunté beaucoup de leur fonctionnement. On s'est fait aider par la coop Terrasse Soleil, qui avait plus de 200 aussi à Pierrefonds. Donc c'était la plus grande à l'époque, mais quand nous on a acheté 240 parce que je pense qu'ils étaient à 230, donc on était devenu la plus grande. Alors ce qui fait qu'on s'est beaucoup inspiré du mode de fonctionnement de ces deux grosses coops. Oui, comment on fonctionne? C'était plus facile quand on avait les 243 logements. Je vous ai dit qu'au départ, la gestion financière était donnée à une compagnie de gestion et le conseil d'administration se concentrait juste sur la vie associative. C'était plus facile. Mais quand on a acheté, parce qu'on n'avait pas d'autre choix, on avait comme un problème de conscience, il fallait qu'on puisse acheter le 2 tiers qui restait du complexe, vu qu'eux aussi, ils ont participé à la lutte.
on est passé directement à 734 logements. À 734 logements, il fallait imaginer comment on allait fonctionner. D'abord, on avait 2 prêts hypothécaires différents. Les prêts hypothécaires de 243 avec la SHL et la banque, une banque, et le nouveau prêt. Donc, ça vous met déjà dans 2 comme situations différentes. Et on s'est dit quoi? La coop n'est pas trop vieille, parce que dans sa forme actuelle, il est né en 2002. On s'est dit, on ne sait jamais, on est dans une aventure, on ne sait pas comment ça va aboutir. Ce n'est pas à la coop d'acheter les 491 logements. Comme on avait notre organisme, le domaine du parc Cloveden, qui avait acheté le 243 et qui a transmis ça à la coop, cédé ça à la coop après, on a utilisé cet organisme-là pour acheter les 243 et les 491 avec le même objectif de céder à 1 dollar les immeubles par après à la coop. On s'est dit, si ça fonctionne, tant mieux. Mais si ça ne fonctionne pas, on ne voudrait pas que ça entraîne la coop existante. Du coup, on avait un même conseil d'administration, mais avec des organismes. Domaine du parc et coop. Plus tard, on a commencé à céder par petits groupes de logements. Après rénovation, on les cède à la coop. Mais vous comprenez que comme on allait chercher la subvention auprès des accès logis, on devait gérer chaque lot de logements cédés comme un projet distinct. Ce qui fait qu'on a à Cloveden 10 projets distincts qui sont financés par des banques différentes avec des programmes différents. Ça nous fait qu'on fait 10 états financés plus un état consolidé pour la coop. Maintenant, au niveau de la gestion elle-même, oui, la coop avait décidé d'embaucher un directeur général, mon prédécesseur, qui a été mon professeur depuis plusieurs années, M. Claude Roberge. Alors, et puis avec les employés. Mais au niveau du conseil d'administration, après réflexion, vous comprenez, quand on devait faire l'assemblée générale, aucune salle ne pouvait contenir autant de 700 personnes, à moins qu'on ait au stade, au centre Bell, ce qui coûte énormément cher. On a consulté les avocats qui nous ont dit qu'il y avait, la loi autorisait qu'on puisse diviser une coop en secteurs. On a divisé notre coop en 3 secteurs. Donc ça faisait à peu près 200 membres par secteur. Comme notre conseil d'administration a 12 membres, on a modifié nos règlements pour que chaque secteur élise 4 administrateurs. Du coup, on pouvait tenir nos assemblées, c'est comme ça qu'on les tient, nos assemblées, en une journée, mais 3 assemblées distinctes. Donc, c'est pas une assemblée générale avec 800 personnes? Okay. Non, ce sont des sous-assemblées. Donc, avec donc, une assemblée par secteur. Et quand il y a des décisions à prendre, il y a des votes à chaque assemblée et on va les compiler et on les annonce. Donc, pour qu'une décision passe, il faudrait que les 3 secteurs, la majorité de ces 3 secteurs décident en faveur de cette résolution. Donc, disons Hélène, si on veut interdire, par exemple, des animaux domestiques dans... Oh, je vous vois les yeux fermés, ça n'a pas l'air d'être un sujet. Non, c'est bon. Okay. Mais si je veux interdire donc les animaux domestiques dans les logements, est-ce que c'est l'Assemblée générale qui décide ou est-ce que c'est chaque projet qui prend cette décision-là? Bon, c'est heureusement pour nous, pour ces sujets-là, quand la coop était encore à 243, on avait déjà comme voté ça en Assemblée générale et on avait mis dans le règlement.
Alors, ce qui existe, on ne peut plus y revenir. Mais sauf qu'on a interdit, mais chez nous, il y a une tolérance. C'est interdit. Dans le bail, c'est écrit c'est interdit. Mais on tolère jusqu'à ce que le voisin se plaigne. Mais si tu fais attention, on tolère, on ferme les yeux. Donc, c'est comme ça. Mais voilà. C'est pas enregistré, c'est pas enregistré. C'est pas vrai, c'est enregistré. Donc c'est comme ça qu'on fait parce qu'il y avait eu un problème d'équité. Les plus anciens avaient les animaux et ceux qui arrivaient n'en avaient pas. Alors ça revenait tout le temps à l'Assemblée générale que soit on interdit pour tout le monde, soit on autorise pour tout le monde. Mais comme on ne voulait pas non plus autoriser officiellement, on a laissé cette tolérance-là. Parce qu'on ne pouvait pas demander aux plus anciens qui avaient déjà. N'oubliez pas que nous, on a continué, on a hérité les baux des gens. Donc, vous ne pouvez pas retirer un droit acquis par la personne. Alors, c'est un peu ça. Alors, comment on fonctionne? On a le conseil d'administration de l'Assemblée générale, composé de tous les membres, et un conseil d'administration de 12 membres, dont 4 sont élus par leur secteur respectif. Et puis, parallèlement à ça, il y a la direction générale qui fonctionne comme mandataire du conseil d'administration avec les employés. Les employés dépendent directement du conseil d'administration, de moi. Et moi, je dépends du conseil d'administration. Alors, chaque administrateur est responsable d'un comité de la coop, bon voisinage, jardinage, tout ça, de l'entretien, tout ça. Alors, ce qui fait qu'au niveau du comité, l'administrateur travaille directement avec les comités et fait rapport au conseil d'administration. Nous, comme employés, comme direction générale, on vient en aide quand le comité a des problèmes. Nous, on vient juste en aide. Mais la vie associative continue comme dans toutes les autres coop. Et ce qu'on a fait aussi, c'est sûr, il y en a qui ont cette question, comment vous suivez l'accomplissement des tâches, parce que vous comprenez, dans une coop, il faut accomplir ces tâches. Ça, on a emprunté de la coop de canton de l'Est. C'était difficile de savoir, on a 118 emails. Qui a fait quoi, dans quoi, c'est compliqué. Alors, on a créé ce qu'on appelle comité de propriété. Dans les comités de propriété, chaque immeuble élit son représentant, le responsable de son immeuble. C'est ce responsable-là qui a été élu démocratiquement, qui est chargé de faire le suivi de l'implication du membre de son immeuble à toutes les tâches et complète une fiche d'évaluation qui doit être contresignée par quelqu'un pour nous dire qui participe et qui ne participe pas. Et on leur donne un budget pour pouvoir gérer leur propriété. Ça décharge l'administration et on décentralise en fait la vie associative parce que c'est le voisin, on a en moyenne 6 unités par immeuble. C'est plus facile de suivre son voisin plutôt que de tout centraliser au niveau de l'administration. Alors c'est autre chose, on a comme mis en place des politiques pour obliger comme certaines tâches, comme participer dans sa propriété, le ménage et consorts, c'est obligatoire. Il n'y a pas à se soustraire à cela. Et quand on signe le bail, on le met déjà. Et puis, participer à l'Assemblée générale, c'est obligatoire chez nous. Pourquoi? Parce que nous sommes à 800. Et quand vous allez laisser ça libre, il y aura 20 personnes qui vont se présenter à l'Assemblée générale, qui vont prendre les décisions pour le 865. Et demain, ça sera deux problèmes. Non, c'est la minorité qui était là.
Alors, pour couper court, on a dit c'est obligatoire. Et obligatoire, et les rabais de membres, quand on n'est pas, on ne vient pas, on suspend le rabais de membres pendant 3 mois. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. OK. Pour assurer une participation aux travaux, puis une compréhension, puis comme Raymond l'a mentionné, c'est pédagogique une assemblée générale. Alors, quand on n'y participe pas, on se prive de beaucoup d'informations, puis de ce qui vient à la coopérative aussi. Mais il faut que tout le monde participe, sinon ça devient injuste. Tu sais. Alors, il y a des gens, par Tu vas exemple... prendre le micro. Hein. Ça m'a beaucoup frappé de voir des gens qui sont anciens. Tu sais, il y a plusieurs années qu'on t'accorde et disent « Ben moi, j'ai fait mon travail. C'est aux autres de continuer. » Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, une coopérative. C'est tout le monde, tu sais. Et si on veut qu'une coopérative fonctionne, ben c'est bien de valeur. De temps à autre, on est obligé de faire le ménage. On n'aime pas ça, faire le ménage. Mais il faut le faire. Il y a des gens qui... Le coopératisme, c'est pas pour tout le monde. Tu sais. Je ne dis pas que c'est pour une élite, je dis que c'est pas pour tout le monde. Il y a ceux qui veulent participer et partager avec les autres, puis il y a ceux qui veulent, c'est valeur à dire, mais ça existe, ils veulent juste profiter. Puis une coopérative qui a bien des profiteurs, ben, elle ne survivra pas. Puis on a vu, là, au cours des dernières années, on n'avait jamais vu ça dans les années 80-90, mais on a vu, là, dans les années 2000, des coopératives faire faillite. Et souvent parce qu'il n'y a plus personne qui s'en occupait. Parce qu'on n'avait pas le courage de nettoyer la coopérative. Le taux, ceci dit, il y a moins de 5% des coops d'habitation qui font faillite, mais souvent ce qui se passe, c'est pas qu'elles font faillite, c'est qu'elles sont récupérées par un office d'habitation parce qu'il n'y a plus de participation finalement. Les gens agissent comme des locataires plutôt que d'agir comme Oui, j'avais souvent vu hein, des membres de la coopérative qui vont dire « Ouais, ben la coop ne veut pas. » Ils voient la coop comme étant une entité à part d'eux autres, alors que c'est eux la coop. Oui. Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Ben, c'était pas nécessairement... ça va faire un petit peu l'avocat du diable. Vous n'êtes plus avocat, maître Alexandre. Oui. Mais par rapport à la notion de l'obligation de la participation, cette obligation qui est établie dans un règlement, je présume, est-ce que c'est un peu comme un règlement qui défend les animaux? Dans le sens que si on ne participe pas, vis-à-vis la sanction, vis-à-vis la punition, vis-à-vis le coût, est-ce que, surtout à 800, on passe par-dessus? Alors, expliquez-nous ça fortement. Non, on ne passe pas par-dessus. C'est déjà connu là que si à l'Assemblée générale est obligatoire, quand on envoie tout, le jour de l'Assemblée, on a des listes à l'entrée où chaque personne doit signer. Ceux qui n'auront pas participé, le conseil d'administration va envoyer les lettres à chaque locataire et on aura une réunion du conseil d'administration spéciale juste pour traiter les cas des absents. On envoie la lettre, ils vont venir se présenter. Nos rabais sont d'une période d'une année, du 1er juillet au 30 juin. Alors, comme nos assemblées générales se tiennent au mois de mai, au mois de juin, on fait, tout dépendant du nombre des absents, on fait une réunion du conseil d'administration spéciale juste pour traiter les absents. On va inviter le membre absent de venir, on donne 5 minutes à chacun, de venir dire pourquoi ils n'ont pas été là. Et après, le conseil va prendre des décisions pour chaque cas, parce que les cas, il y a des absences qui se justifient. Tu étais enceinte, tu accouches le matin ou la veille, donc on ne peut pas te demander d'abandonner ton bébé, de venir à l'Assemblée. Donc il y a des situations où on t'appelle au travail en dernière minute pour ceux qui sont à la santé. Donc ils comprennent
tout dépendant de ce que tu apportes comme argument et comme preuve, alors ils vont décider ceux pour qui on accepte leurs raisons. Là, on va leur donner le rabais, mais tout en disant... Pardon? Des probations. Oui. Oui. Tout en leur disant que prochainement, parce que c'est documenté, prochainement, si l'année prochaine c'est la même raison, tu seras suspendu. Et ceux... Sauf pour l'accouchement, si Ouais. on accouche une deuxième fois. C'est là, ouais. Mais pour les autres qui n'ont pas convaincu les conseils d'administration, parce que on vote aussi, il y a des grandes discussions, parce que quand ils vont entendre, après tous les locataires, ils vont rester en discussion. Je participe aux réunions du CIA, mais je n'ai pas le droit de vote, par exemple. Ils vont discuter, et puis s'ils ne se mettent pas d'accord, ils vont voter. Alors, ceux qui n'ont pas convaincu le conseil seront suspendus. On va leur envoyer la lettre de suspension pour 3 mois. Là, Hélène, Michel et Raymond, nous sommes à la conclusion. Et j'ai envie de vous laisser le plaisir, en fait, de faire une petite plaidoirie. Très courte, là. Emballez-vous pas, là, mais petite plaidoirie pour nos coopérateurs qui se demandent souvent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour participer à la solution en lien avec la crise du logement. Nous, on a pour l'adage, à la FIAB, on aime bien dire qu'on préfère agir plutôt que subir. Alors, c'est quoi l'action que les coopérateurs peuvent faire pour répondre à la crise du logement? Puis, j'ai une sous-question pour Michel et Raymond, parce que vous avez fait une manchette vers 2017 à peu près, dans le droit, vous parliez de Guertin, l'aréna Guertin qui va devoir être converti, puis où vous disiez, bon, ce serait intéressant qu'on fasse des coops avec ce terrain-là, ce ne sera peut-être pas le cas, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme coopérateur pour répondre à la crise du logement. Puis pourquoi vous aimez autant les coops d'habitation, messieurs et madame? Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi, pour défendre les coops? Ce que je peux dire aux membres, c'est l'engagement. Si on veut demain répondre à cette problématique de rareté des logements communautaires, si demain on veut avoir les contrôles sur son milieu de vie, si demain on veut augmenter, disons, les logements communautaires, il faudrait s'engager à participer. C'est ce que je peux vous dire, s'engager à participer. Je pars de l'exemple, je voulais expliquer des Clovedel. À un moment donné, ils avaient perdu le contrôle de leur milieu de vie. Il y en avait qui se sont retrouvés à la rue parce qu'avec le secteur privé, les logements augmentaient comme pas à peu près. Mais c'est parce qu'ils se sont engagés, ils ont tenu à leur engagement, qu'ils ont réussi à réavoir ces logements communautaires, avoir le contrôle de leur milieu de vie et en avoir autant. Mais s'il n'y a pas d'engagement, si vous ne tenez pas à cet engagement, il sera difficile de pouvoir avoir un logement communautaire et malheureusement, ça sera le milieu privé qui va prendre les dessus. Je ne vous dirai pas combien de lettres on reçoit à Clovedel de promoteurs privés qui veulent acheter, ils nous proposent des prix pour acheter nos complexes et en faire des condos. Mais c'est parce qu'il y a quelque part cet engagement de membres, cette volonté de garder ces complexes communautaires, c'est pourquoi ça existe. Mais sans engagement, sans volonté d'aller de l'avant, c'est difficile. Et tantôt, Raymond a dit, il n'y a pas un délai d'implication. À Clovedel, j'ai encore sur mon CA
ceux qui ont créé la coop en 1983, qui sont encore sur les CIA, qui sont encore actifs dans leurs différentes communautés. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé cet avantage-là de garder ces logements abordables. Merci. On va s'entendre que 1983, c'est pas il y a très longtemps non plus, là. C'est assez récent. Oui, Michel. Raphaël, à la fois, tu as parlé d'un plaisir. Moi, je dirais un plaisir, une jouissance et aussi une souffrance par rapport à la question. C'est un peu comme la politique. La politique, c'est noble, mais c'est la politicaillerie qui n'est pas noble. Quand tout à l'heure, on parlait de signer un document, il y a des endroits où on fait des assemblées et tu signes puis tu t'en vas. Tu sais, c'est des petites choses. Mais par rapport à la question, je pense que où il y a de l'homme, où il y a de la femme, dans les deux cas, il y a de l'hommerie et de la femmerie. Je mets les deux. Et puis, par rapport à ça, il faut faire en sorte qu'il y ait une volonté spontanée, naturelle, de vouloir embarquer dans un projet de société. L'expression de dire d'amener un cheval pour de l'eau, s'il ne veut pas boire, il ne boira pas. Alors, il faut prendre l'être humain pour ce qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Et pour le motiver, je pense qu'on doit le faire sous forme d'un questionnaire à la personne et aussi d'une espèce de catéchisme du coopérateur, de sorte que lui va y retrouver à l'intérieur de ça un gain pour lui, parce qu'on est aussi égoïste, mais un gain aussi que plus tu contribues, plus tu reçois. Et comment le faire? Je pense que ça doit être fait, ça, avec l'ensemble des membres de la coopérative. Mais il faut accepter le processus d'animation, de revenise, de compréhension, d'échange et dans un projet, à mon avis, de société coopérative. Je pense particulièrement en période de crise de logement, mais dans toutes les périodes, je pense que le rôle d'une coopérative est d'abord elle-même d'être au service de ses membres, faire en sorte que ses membres sont bien traités, puissent vivre correctement avec les moyens qu'ils ont. Mais ça, une fois fait, pour moi, une des grandes responsabilités des coopératives, c'est d'aider les autres à partir des coopératives. Ça, cette mission-là, à Reboul, on se l'était donnée. Même avant qu'on ait achevé notre coopérative, on avait commencé à travailler, à mettre sur pied d'autres coopératives. Et même une société à but non lucratif. Et on partageait ça beaucoup, entre autres, avec les gens des cantons de l'Est. Nous estimions que c'était notre devoir de le faire. Parce que, comme chaque coopérateur bénéficie de l'ensemble des coopérateurs, si on paye moins cher, c'est parce que tout le monde travaille à mettre sur pied une coop. Puis je pense que notre rôle, c'est de permettre à tous ceux qui le veulent de pouvoir s'en partir une coop, de les aider à partir de leur coop. Je pense que c'est ça le rôle. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu le rôle d'une coopérative d'habitation. Wow! Moi, j'ai toujours eu une question, à savoir,
la redevance du nouveau coopérateur. C'est-à-dire celui qui arrive aujourd'hui et qui va dans une habitation coopérative où l'hypothèque est payée et qui bénéficie d'une réduction très importante par rapport à sa responsabilité vis-à-vis du passé, puis vis-à-vis du futur par rapport à ses enfants. Ah, et Hélène aussi veut rajouter quelque chose. Je ne peux pas terminer sans ajouter ceci. Oui, on sait le rôle de la coop ou dans les coop, on offre des logements communautaires, on voudrait que ça continue. Mais ce que j'ai à ajouter, c'est quoi? On est en campagne là, électorale, on va entendre tous les partis parler de l'intégration de l'immigration. Vous comprenez que j'en parle parce que je suis immigrante d'origine. Alors, en parler de l'immigration, de l'intégration, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il n'y a pas d'intégration sans logement communautaire. C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que quand cette immigration arrive, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas l'argent pour aller louer des condos. Mais nous, on contribue comme coop à leur intégration parce qu'en leur offrant un logement qui a du bon sens dans le prix qu'ils payent, ils ont la tête calme pour pouvoir s'intégrer et trouver du travail. Voilà ce que j'avais à ajouter par rapport à ça. Merci. Faut pas, par exemple, que les coops pensent qu'elles vont régler le problème du logement. Puis je sais pas le rôle des coops de régler le problème du logement. On va faire sa part. Mais ça, je pense que ce à quoi les coopératives peuvent travailler, c'est de pousser les gouvernements à reconnaître le droit au logement pour toute personne. Et ça, on n'en parle plus. Et c'est possible de le faire. Et je reviens toujours à la ville de Vienne en Autriche. La ville de Vienne en Autriche est propriétaire de plus de 65% des logements locatifs de la ville. Pas besoin de vous dire qu'il n'y en a plus de spéculation. Les spéculateurs s'en vont plus là parce qu'il n'y a plus d'argent à faire. Mais on loge les gens, par exemple. Et je pense qu'un toit sur la tête, c'est aussi important que la santé. Et Vienne n'est pas une ville laide non plus, c'est une très très jolie ville. Là. Et pour conclure, parce que là il est midi et la journée va suivre son cours, j'aimerais ça inviter une représentante de la ville de Gatineau qui est une autre très importante partenaire de l'événement aujourd'hui. Donc j'aimerais ça pouvoir inviter Annick Desmarais, qui est conseillère municipale pour le district Michoacán, donc dans le plateau. Il faudrait, pour qu'on puisse vous entendre, ça serait chouette. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on voit là. Je ne sais pas si on voit ça. Oui. Mais merci beaucoup d'être là ce matin. J'imagine que vous autres comme moi, là, c'est pas sûr que ça vous tentait ce matin, mais je salue votre engagement. C'est vraiment intéressant. J'aurais aimé ça que ça soit vraiment plein parce que je pense que les coops ont quelque chose de beau, de grand. Ça correspond beaucoup à ma vision que j'ai de la ville. On a une crise du logement. Je suis sur le comité de développement, la commission de développement du territoire et de l'habitation, puis on essaie de penser des solutions moyen, long terme. Je suis évidemment pas la première à me pencher sur la question, fait que je viens m'éduquer ce matin. Je pense qu'il y a quelque chose dans les coops pour régler le problème, mais il y a d'autres outils qu'il faut rajouter à notre boîte à outils à la ville. Puis je vous invite à venir vous prononcer au conseil, participer au comité choc que la mairesse a mis en place pour trouver des solutions. Moi, je trouve que c'est encore un peu restreint. On a besoin de plus de monde qui viennent s'exprimer dans le cadre de ces rencontres-là, à la commission aussi. Donc, venez nous proposer, venez expliquer c'est quoi les coops. Il y a beaucoup d'éducation à faire, je pense, à la ville, auprès des autres citoyens, auprès des promoteurs. Moi, j'habite dans un district, comme le nord de mon district, c'est dans le plateau. Il y a un développement effréné, beaucoup de familles, des nouveaux arrivants, des grandes familles.
puis un paquet de condos cute, mais je ne sais pas qui habite là, puis qui a les moyens de se payer ça. Je suis très inquiète. Puis à un moment donné, il faut peut-être freiner un petit peu le développement immobilier à Gatineau, puis dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on a une autre occasion, je me dis, c'est vraiment pas la première, ni la dernière, de dire, bon, est-ce qu'on peut s'arrêter, réfléchir, puis rêver notre ville de demain avec des modèles comme ça, comme à Vienne? Mon Dieu, que ça serait le fun. À côté de chez nous, il y a le développement Connote, qui était supposé être un éco-quartier. Moi, c'est ça qui m'a poussé à aller en politique. Je dis, on va faire un quartier, tu sais, qu'on rêve avec des gens, un quartier qui appartient aux citoyens. C'est pas ça, ça a foiré, c'est pas un éco-quartier. Mais les gens sont là et veulent améliorer leur qualité de vie. Fait, venez nous donner des idées au conseil. Les conseillers ont besoin. C'est pas que on est des politiciens, mais on est là-dedans parce qu'on veut des solutions, on veut améliorer notre ville. Puis félicitations vraiment. Merci beaucoup d'organiser ça. Alphonse Desjardins parlait des coopératives de logement, puis espérait donc que le mouvement Desjardins participe, qui s'appelait le mouvement des caisses populaires, participe à créer des logements. Puis moi, je préfère l'appellation coop d'habitation, mais j'ai l'impression qu'on est plus large que le simple toit. On a de l'emprise sur notre environnement aussi, le développement de notre milieu, de notre quartier. Puis c'est un peu ça aussi la contribution que nous souhaitons à la FIAM, c'est que chaque coopérative contribue au développement de son quartier et de son environnement. Que ça vous a inspiré, les gens à la maison puis les gens ici à l'audience. Sur ce, je vous souhaite un bon midi. Il y a le food truck du Pizzaza à l'arrière. Et puis sinon, à 13h, on revient avec de belles personnalités pour continuer à nous inspirer. Merci beaucoup. Hélène Chevrolet, Michel Légère et Raymond Guillet. Merci infiniment.